Il y a une fissure dans le plafond de ta chambre, une veine de poussière et de temps suspendue que tu regardes chaque nuit au lieu de fermer les yeux. Elle serpente, elle bifurque, elle s'interrompt et reprend plus loin, exactement comme le fil de tes pensées. Et tu es là, allongé dans le silence qui bourdonne, à raconter et raconter encore le film de ta journée, les dialogues ratés, les regards mal interprétés, cette humiliation minuscule qui a pris la taille d'un monstre sous la couette. Tu te répètes la scène, tu changes les répliques, tu deviens un scénariste hanté par un script qui n'intéresse personne, pas même toi. La pièce sent la nuit stagnante et le poids des draps. Dehors, une voiture passe parfois, et ses phares balayent le mur comme un projecteur absurde, illuminant brièvement cette faille dans le plâtre, se rappelle que tout peut s'effriter. Tu nourris ta propre cage avec les miettes de ce qui n'a plus d'importance, tu donnes un festin à tes démons avec les restes de conversations mortes. Un proverbe arabe dit que « le chagrin qui ne sort pas en pleurs fait pleurer d'autres organes ». Alors, sens-tu ces larmes qui ne coulent pas, mais qui inondent ton ventre, qui alourdissent tes os, qui remontent dans ta gorge en un bouchon de silence. Tu es le narrateur épuisé d'une épopée qui se déroule dans l'espace clos de ton crâne, une voix off qui n'en finit pas de commenter le vide. Et pendant ce temps, la vraie vie, celle qui sent le bitume après la pluie, le café trop chaud, le bois des vieilles bibliothèques, celle qui attend dans les gares et au coin des rues, cette vie-là, tu la rates. Elle passe son chemin sans un bruit, pendant que tu es occupé à mettre en scène ton propre musée des regrets. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Pour vous, c'est un geste simple, mais pour moi, c'est une réelle motivation. Merci infiniment. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Je vous promets que la conclusion vaut le détour. Parce qu'une seule idée peut parfois tout transformer. Je vais te raconter une histoire que tu connais déjà, mais que tu n'as jamais osé formuler. Une histoire écrite non pas avec de l'encre, mais avec la chaleur moite de tes paumes et le goût de fer de tes angoisses. C'était un mardi, ou peut-être un jeudi, peu importe. Tous les jours se ressemblent quand on vit en différé. Tu marchais dans la rue, et tu es passé devant un café. La vitre était un écran sur lequel se projetait ta propre vie, mais en mieux, en plus nette, en plus vivante. À l'intérieur, des gens riaient, leurs mains agitaient l'air comme des mouchoirs, signaux joyeux d'une fréquence que tu ne captais plus. Et toi, tu étais de l'autre côté de la glace, spectateur de ton propre film, mais un film muet en noir et blanc, où le son avait été remplacé par le bourdonnement continu de ta narration intérieure. Regarde-les, ils savent comment faire. Ils ont reçu le mode d'emploi que l'on t'a oublié de donner. Leur vie est un roman, la tienne est une note de bas de page. Cette voix, tu la connais. C'est elle qui transforme un simple regard échangé en un roman de 500 pages sur le rejet, un silence en un abîme de signification négative, un échec en une prophétie auto-réalisatrice. Elle te souffle à l'oreille, cette voix. Elle est ton mauvais metteur en scène. Elle allume les projecteurs sur les mauvaises scènes. Elle fait des zooms sur les détails qui font mal et coupe le son sur les rires. Elle te fait collectionner les preuves de ton indignité, comme d'autres collectionnent des timbres, méticuleusement, obsessionnellement. Chaque non, chaque moment de gêne, chaque opportunité manquée est soigneusement classée, étiquetée, archivée dans les tiroirs de ta mémoire. Et le soir venu, tu les sors, tu les étales sur ton lit, et tu les comptes, telles des pièces d'or qui n'achètent pourtant rien. Tu te baignes dans cette fausse lucidité qui n'est que de l'auto-flagellation déguisée. Tu crois penser, tu crois analyser, tu crois comprendre. Mais tu ne fais que ruminer. La rumination, c'est cette machine infernale qui recycle la douleur pour la rendre éternelle. C'est le bruit de fond d'une existence qui tourne en rond, un disque rayé qui saute toujours sur le même sillon, creusant toujours plus profondément le même sillon dans ton cerveau, jusqu'à ce qu'il devienne un ravin, puis un canyon, puis un abysse, d'où plus aucune lumière ne peut s'échapper. Tu deviens l'archiviste de ta propre prison, tenant un registre précis de chaque barreau, de chaque verrou, célébrant tes chaînes parce qu'au moins, elles te sont familières. Et pendant ce temps dehors, le monde explose de couleurs, de sons, d'odeurs, d'imprévus, de rencontres, de miracles minuscules et de catastrophes sublimes. La vie, la vraie,
n'est pas dans cette analyse permanente. Elle est dans la sensation immédiate du soleil sur ta peau, dans le choc d'une idée nouvelle, dans le vertige d'une décision prise sans avoir toutes les cartes en main. Elle est désordonnée, imprévisible, cruelle parfois, mais toujours vivante. Alors que ton récit intérieur, lui, est propre, stérile, prévisible, mort. Il n'a pas l'odeur de la pluie sur la terre chaude, ni la texture rugueuse de l'écorce d'un arbre, ni le goût salé des larmes qui viennent enfin de couler pour de vrai. Il n'a que le goût fade du papier que l'on mâchonne, des mots que l'on se répète jusqu'à ce qu'ils ne veuillent plus rien dire. Tu as confondu le menu avec le repas, la carte avec le territoire, le scénario avec l'expérience vécue. Et le plus grand vol, c'est que tu as offert le présent, ce cadeau brut et sauvage, sur l'autel du passé déjà mort ou du futur toujours incertain. Tu as échangé la sensation immédiate du vent contre le souvenir du vent, le baiser contre le récit du baiser, la vie contre l'histoire de la vie. Et cette histoire, personne ne veut l'entendre. Pas même toi. Souviens-toi de cette fois où tu as réellement senti le sol se dérober sous tes pieds. Pas dans ta tête, dans la réalité. Peut-être sur un sentier de montagne, une pierre qui a roulé. Et pendant une demi-seconde, ton corps tout entier a pris les commandes, a lutté contre la chute, un chef d'orchestre affolé faisant swinguer chaque muscle, chaque nerf, dans une symphonie silencieuse et paniquée pour te ramener à l'équilibre. Il n'y a pas eu de narration. Il n'y a eu que l'instinct pur, le souffle coupé, le monde qui bascule et se replace. Le vertige réel, pas le vertige intellectuel que tu t'infliges à regarder le vide que tu as toi-même creusé. Cette sensation physique, ce flash de peur absolue et de survie, c'est ça être vivant. C'est l'antithèse de la rumination. La rumination, c'est un vertige assis. C'est se pencher sur une falaise qui n'existe pas et s'inventer une chute au ralenti, avec un commentaire en voix off pour décrire chaque rocher sur lequel on va s'écraser. Tu fabriques le danger pour avoir l'impression d'être en danger. Tu simules l'urgence pour masquer le vide de ton inaction. Ton mental a détourné ce mécanisme de survie ancestrale, ce radar hypersensible aux menaces, et l'a pointé contre toi-même. Il scanne en permanence ton environnement intérieur à la recherche de la micro-expression interprétée comme un mépris, du silence lu comme un rejet, de l'opportunité non saisie transformée en preuve ultime de ton incapacité. C'est un système d'alarme qui hurle dans une maison vide, signalant des effractions imaginaires, usant les ressorts de ton âme à force de fausses alertes. Et à force de crier au loup pour rien, le jour où la vraie bête puissante et sombre se présentera à ta porte, une vraie perte, une vraie maladie, un vrai deuil, tu risques de ne plus avoir la force de lui faire face, tes réserves émotionnelles ayant été siphonnées par des batailles contre des ombres. Tu dépenses l'argent de ton âme en monnaie de singe, en payant des dettes imaginaires à des créanciers qui n'existent que dans ton esprit. Et pendant ce pillage intérieur, les vrais trésors pourrissent dans la cave, sans être vus, sans être touchés, ta capacité à être émerveillé par un ciel étoilé, ton talent pour faire rire un ami d'une simple mimique, la patience infinie que tu as avec un enfant ou un animal, cette lueur têtue qui persiste au fond de tes yeux, même dans les nuits les plus noires. Tout cela est étouffé sous le brouillard de tes commentaires permanents. Tu as installé un juge en toi, mais tu as oublié de peupler le royaume. Le tribunal sière en permanence, pour une nation fantôme. Les seuls témoins à la barre sont tes peurs et elles témoignent toutes contre toi. L'avocat de la défense? Il n'a jamais été convoqué. Le verdict est toujours le même. Coupable. Coupable de ne pas être à la hauteur de la vie que tu t'étais imaginée. Coupable de regarder le temps passer au lieu de le vivre. La sentence est cette fatigue qui ne te quitte plus, ce poids de plomb dans la poitrine au réveil, cette impression d'être un fantôme dans ta propre existence, spectateur impuissant d'un film dont tu devrais être le protagoniste. Mais le plus grand mensonge de cette cour martiale intérieure, c'est qu'elle te fait croire que cette autocritique permanente est une forme de lucidité, d'humilité, voire de profondeur. C'est son piège le plus diabolique. Elle a retourné ta conscience contre toi. Elle a fait de ta sensibilité une arme, de ton intelligence une prison. Elle te persuade que penser à la vie est équivalent à la vivre. C'est l'ultime escroquerie. Personne,
sur son lit de mort, n'a jamais soupiré. J'aurais aimé passer plus de temps à analyser mes échecs. Il murmure. J'aurais aimé sentir plus de soleil sur ma peau. J'aurais aimé dire plus souvent je t'aime. J'aurais aimé danser sous la pluie. Ils regrettent les sensations qu'ils n'ont pas eues, les risques qu'ils n'ont pas pris, les silences qu'ils n'ont pas partagés, les présents qu'ils ont gaspillés à ressasser le passé. Ne laisse pas ta vie devenir le sujet d'un séminaire auquel tu es le seul à assister, prenant des notes fiévreuses dans une langue que plus personne ne comprend, notant chaque détail sauf l'essentiel, que le séminaire est fini depuis longtemps et que tout le monde est parti vivre dehors. Il y a une pièce quelque part en toi que tu ne fréquentes plus. Une pièce au store baissé où la poussière danse dans les raies de lumière qui s'infiltrent comme des âmes perdues. C'est la pièce où tu rangeais tes émerveillements. Souviens-toi. Souviens-toi de l'enfant qui pouvait rester 1 heure à observer une colonne de fourmis traverser le trottoir, son monde entier condensé dans ce minuscule périple. Il n'y avait pas de narration. Il y avait juste l'émerveillement, pur, brut, silencieux. Une communion totale avec le mystère du monde. Cet enfant est toujours là. Il n'est pas parti. Il est assis dans cette pièce poussiéreuse et il attend que tu reviennes. Il attend que tu baisses la garde de ton analyse permanente, que tu désactives ce système d'alarme qui transforme chaque émerveillement potentiel en une menace à décortiquer. Parce que la rumination a besoin de temps mort, de vide, d'ennui pour s'installer. Elle est un parasite qui ne prospère que dans l'immobilité. L'émerveillement, lui, est un acte de rébellion immédiat. Il ne demande pas la permission. Il frappe à la porte des sens. Le goût explosif d'une fraise parfaitement mûre, la sensation de froid et de chaud mêlés quand on plonge la main dans la terre du jardin, le son d'un accord de guitare qui semble fait juste pour toi à cet instant précis et qui résonne dans ta cage thoracique comme une clé cherchant une serrure. Ces moments ne peuvent pas être racontés, ils ne peuvent qu'être vécus. Au moment où tu commences à les raconter, à vouloir les capturer, les intellectualiser, ils se dissipent comme du brouillard au soleil. Ils appartiennent au domaine du ressenti, pas du dissible. Ta voix intérieure, celle du narrateur épuisant, est une forme de peur. Une peur de l'immédiateté. Une peur du silence vrai. Parler sans cesse en soi, c'est faire du bruit pour ne pas entendre le grondement inquiétant et magnifique de l'existence. C'est meubler le vide pour ne pas avoir à affronter son vertigineux potentiel. C'est préférer la compagnie rassurante de ses démons familiers à l'inconnu radical de l'instant présent. Car l'instant présent est sauvage. Il est imprévisible. Il peut te briser ou te transporter. Il est incontrôlable. Alors que ton récit, tu le contrôles. Tu peux le réécrire, le corriger, le faire tourner en boucle. C'est un leurre de contrôle. Une illusion qui te coûte le prix fort. La réalité. Tu as érigé un autel à la complexité, alors que la réponse, la seule qui vaille, est d'une simplicité désarmante. Elle ne se trouve pas dans un livre, dans une vidéo, dans une nouvelle technique de développement personnel. Elle est dans la sensation du vent, sur ta peau, là, maintenant. Elle est dans le goût de l'air que tu respires à cet instant précis. Elle est dans le poids de ton corps sur la chaise, dans le battement de ton cœur, dans ta poitrine. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physiologie. C'est revenir habiter ton corps, ce territoire que tu as déserté au profit des déserts arides de ton mental. Ton corps ne rumine pas, il sent, il ressent, il vit. Il est l'antidote. La prochaine fois que la spirale infernale commence, que le commentaire s'enclenche, arrête-toi. Non, vraiment. Arrête-toi. Pose ta main sur ta poitrine. Sens ton cœur battre. C'est le seul rythme qui compte. Le seul récit qui vaille la peine d'être écouté. C'est le battement sourd et obstiné de l'animal que tu es, qui veut vivre, qui veut sentir, qui veut aimer, qui veut simplement être. Et ce battement, il n'a pas besoin de mots. Il les transcende tous. Il est la preuve irréfutable que tu es ici, maintenant, et que la vie passe à travers toi, et que tu es en train de la manquer en voulant absolument la raconter. L'émerveillement est un muscle atrophié. Il faut le retravailler douloureusement, comme un membre plâtré depuis trop longtemps. Commence par de petites choses. La prochaine fois que tu boiras un café, ne le bois pas en pensant à ta journée. Bois-le. Sente son arôme. Ressens la chaleur de la tasse entre tes mains. Goûte son amertume.
Sois là entièrement pour cette gorgée. Rien d'autre n'existe. C'est ça, la méditation. Ce n'est pas vider son esprit, c'est le remplir à ras-bord d'une seule sensation, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour le bruit. C'est reprendre possession de ton attention, la ramener de force de ses errances dans le passé ou le futur, et l'ancrer de tout son poids dans le maintenant. C'est redevenir le gardien de ta propre présence. L'enfant dans la pièce poussiéreuse attend ce retour. Il n'a pas besoin que tu lui racontes des histoires. Il a besoin que tu viennes t'asseoir à côté de lui, en silence, et que vous regardiez par la fenêtre ensemble, pour voir passer les mêmes nuages. Le silence que tu crains tant, ce silence entre deux pensées que tu t'empresses de combler par le bavardage intérieur, c'est là que tout se joue. Ce n'est pas un vide, c'est un plein absolu. C'est l'intervalle entre les notes qui fait la musique, l'espace entre les branches qui laisse voir le ciel. Tu as confondu le silence avec l'absence, alors qu'il est la présence la plus dense qui soit. La présence à ce qui est, sans filtre, sans commentaire. Ta narration permanente est une fuite éperdue devant cette présence silencieuse et écrasante de beauté qui te demande une seule chose, te montrer vulnérable, lâcher tes armes, déposer ton armure de mots. C'est bien plus effrayant que d'affronter les monstres de ton invention. Parce que tes monstres, tu les connais. Tu connais leurs contours, leurs rituels, leur façon de te mordre. La beauté brute du monde, elle, est imprévisible. Elle peut te foudroyer. Elle peut te briser le cœur, non pas de tristesse, mais de joie. Une joie si intense qu'elle en est insupportable. Une joie qui ressemble à une douleur. C'est trop. Alors, tu te réfugies dans le connu, la petite douleur familière de ta rumination, le gris constant de ton ciel intérieur. C'est un choix. Inconscient, mais un choix. Tu as choisi la prison dont tu connais chaque pierre plutôt que l'immensité terrifiante et libre de l'océan. Et l'océan, lui, continue de gronder. Il appelle. Son appel est ce pincement au cœur que tu ressens parfois devant un coucher de soleil, cette boule dans la gorge devant un rire d'enfant, cette envie soudaine et inexplicable de pleurer sans tristesse. C'est ton âme qui se souvient de son essence sauvage et qui se débat contre les barreaux dorés de ta prison mentale. Elle se débat en créant en toi un malaise, une inquiétude, un sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. Et tu interprètes ce signal d'alarme vitale comme une preuve que tu es cassé, que tu dysfonctionnes. Alors tu serres encore plus les vis de ta prison, tu analyses encore plus, tu creuses encore plus ton sillon. C'est un cercle vicieux parfait. Le remède est perçu comme le poison. La clé est jetée parce qu'on la prend pour une arme. La porte de sortie est en toi. Elle a toujours été là. Elle n'est pas dans une révélation mystique. Elle est dans un changement de perception. Un glissement infinitésimal de ton attention, de l'histoire que tu te racontes vers la sensation immédiate qui est en train d'avoir lieu. Ça demande du courage. Beaucoup de courage. C'est le courage de faire face au silence, de s'asseoir en lui comme on s'assoit au bord de l'océan, sans rien faire, sans rien attendre, en se laissant emplir par son immensité. Au début, c'est insupportable. Le mental hurle, il agite ses fantômes, il ressort ses vieilles cassettes, il fait son numéro. Il fait tout pour ramener ton attention dans son théâtre familier. Parce que s'il se tait, s'il accepte le silence, alors il meurt. Et une partie de toi a peur de cette mort. Elle croit que si le narrateur se tait, il n'y aura plus rien. Plus de toi. C'est la plus grande illusion. Quand le narrateur se tait, toi, tu deviens enfin pleinement présent. Tu deviens plus vaste, plus intense, plus réel. Tu n'es plus le personnage de l'histoire. Tu deviens l'espace dans lequel l'histoire se déroule. Tu deviens le ciel, pas les nuages qui le traversent. Les nuages de tes pensées, de tes soucis, de tes ruminations continueront de passer. Mais ils ne seront plus chez eux. Ils traverseront le vaste ciel de ta conscience sans s'y accrocher, sans pouvoir le teindre de leur couleur. Tu les regarderas passer, avec distance, avec curiosité, avec une forme de tendresse amusée. Ah, voilà la pensée que je ne suis pas assez bien. Bonjour, passe une bonne journée. Et elle repartira, frustrée de ne pas avoir trouvé prise. Parce que tu auras ancré ton attention ailleurs, dans la sensation de tes pieds sur le sol, dans le chant des oiseaux dehors, dans le va-et-vient de ton souffle, dans le silence entre deux bruits. Ce silence n'est pas une absence,
C'est ton essence. C'est la toile de fond sur laquelle tout se peint. C'est la source. Et tu as passé ta vie à regarder les peintures en maudissant leur mélancolie, sans jamais voir la toile immaculée et éternelle qui les supporte et leur donne naissance. Ce soir, avant de te coucher, au lieu de laisser le film se lancer, essaie. Allonge-toi dans le noir et écoute. Non pas tes pensées. Écoute le silence derrière le bourdonnement. Écoute l'espace entre tes battements de cœur. Là, c'est là que tu habites. Tout le reste n'est qu'un rêve dont tu peux te réveiller à tout instant. Il suffit de cesser de le nourrir avec ton attention. La porte n'est pas verrouillée. Elle ne l'a jamais été. Tu as juste cru que le bruit de tes clés qui s'agitent était le son de la serrure. Pose les clés. Tourne la poignée. Ouvre. Ton souffle. C'est la seule chose qui n'a jamais besoin de ton histoire pour exister. Il entre, il sort. Un flux et un reflux aussi vieux que la mer, aussi constants que les marées. Il ne demande pas la permission. Il ne s'excuse pas. Il est. Et il t'habite. Mais quand fut la dernière fois où tu l'as vraiment senti? Pas contrôlé. Pas compté dans un exercice de relaxation. Senti. Comme une présence animale en toi, un rappel doux et incessant que tu es un être vivant, bien avant d'être une collection de souvenirs et de projections. La rumination est une apnée. Tu retiens ton souffle mental en fixant le passé, les yeux écarquillés, le corps tendu, jusqu'à ce que le manque d'air, le manque de présent, te fasse paniquer et que tu remontes en surface, haletant, le cœur battant la chamade, pour replonger aussitôt dans la même eau stagnante. Tu t'infliges un supplice qui a un nom, la noyade sèche. Tu meurs de soif au milieu de l'océan. Car le présent est cet océan d'air, de sensations, de possibles, dans lequel tu baignes à chaque instant et que tu refuses de boire. Tu as soif de sens, alors que le sens est dans la gorgée elle-même, pas dans l'analyse de sa composition chimique. Revenir à ton souffle, c'est le geste le plus radical, le plus révolutionnaire que tu puisses faire contre la tyrannie de ton mental. C'est reprendre les commandes de ton attention, ce vaisseau spatial qui dérive sans but dans le cosmos de tes pensées, et le ramener d'un coup de manche brutal dans l'atmosphère dense et vibrante de ton corps. Ici, maintenant, dans cette pièce, le poids de tes fesses sur la chaise, la texture du tissu sur ta peau, le léger courant d'air sur ta nuque, le souffle, toujours le souffle. Ce n'est pas une fuite, c'est un ancrage. C'est poser une main ferme sur l'épaule de l'enfant paniqué que tu es devenu et lui dire « Regarde, ici, maintenant, nous sommes en sécurité. Il n'y a rien à résoudre, rien à comprendre, juste à être. » Ce geste, répété, use les rails de tes ruminations. À force de déplacer ton attention de l'histoire vers la sensation, tu creuses un nouveau sillon neuronal. Au début, c'est un sentier à peine visible dans une jungle épaisse, mais plus tu l'empruntes, plus il se dessine, plus il devient large, jusqu'à devenir une autoroute. L'ancien chemin, celui de la rumination, se referme, envahi par les mauvaises herbes de ton désintérêt. Tu n'as pas à lutter contre tes pensées. Lutter, c'est leur donner de l'énergie, de l'attention, c'est les nourrir. Tu as juste à les laisser être comme des nuages dans le ciel et à ramener ton attention encore et encore avec une douceur infinie sur l'ancrage de ton choix. Le souffle, la sensation de tes mains, le son le plus lointain que tu peux percevoir. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. C'est comprendre que le mental est un outil merveilleux, mais un piètre maître. Tu ne seras jamais libre de tes pensées, mais tu peux être libre de ton identification à elles. Tu n'es pas la tempête, tu es le ciel qui l'observe. Ce changement de perspective est tout. C'est la différence entre être perdu en mer et regarder la mer du rivage. La mer est la même. Mais toi, tu n'es plus en danger. Tu n'es plus dans la narration. Tu es le témoin silencieux de la narration. Et ce témoin, il est intact. Il n'a jamais été touché par tes échecs, tes hontes, tes regrets. Il les a vus passer, comme il voit passer les saisons. Il est la conscience elle-même, immuable, paisible, toujours présente. Ton boulot n'est pas de devenir ce témoin. Tu l'es déjà. Ton boulot est de te rappeler que tu l'es.
de cesser de t'identifier aux personnages qui souffrent dans l'histoire pour t'identifier à l'espace de conscience dans lequel l'histoire se déroule. C'est un retour à la maison, après une longue, très longue errance. Et la clé, elle est dans ta respiration. Elle a toujours été là. Elle est le souffle de la vie elle-même qui te traverse, qui t'anime, et qui, si tu l'écoutes assez fort, te murmure à chaque inspiration « Je suis là, je suis là, je suis là ». Tu n'as pas besoin de croire en quoi que ce soit. Tu as juste besoin de sentir. Le reste viendra. La paix viendra. Non pas comme une absence de guerre, mais comme un fond silencieux sur lequel la guerre et la paix ne sont que des vagues passagères. Tu es l'océan. Souviens-t'en. Respire et souviens-toi. Le monde que tu t'es construit dans ta tête est un château de verre. Tu en as poli chaque vitre, assemblé chaque poutre de raisonnement, meublé chaque pièce avec des souvenirs soigneusement sélectionnés et réarrangés. C'est propre, c'est logique, c'est sécurisant. Mais c'est étouffant. Et surtout, c'est fragile. Un seul caillou de réalité, lancé avec l'inconscience cruelle du hasard, peut faire voler tout l'édifice en éclats. Le vrai monde, lui, n'est pas en verre. Il est en terre, en bois, en pierre, en chair. Il sent la sueur, la pluie, le pain chaud. Il est désordonné, imprévisible, et d'une beauté à couper le souffle qui ne demande qu'à être touché, goûté, embrassé. Tu as préféré le simulacre à la réalité parce que le simulacre, tu peux le contrôler. Tu peux en être l'architecte, le metteur en scène, le héros et le victime. Dans la réalité, tu n'es qu'un participant, un invité, parfois maladroit, souvent surpris. La peur de la maladresse, de la surprise, de ne pas être à la hauteur du scénario idéal que tu as en tête, te tient prisonnier de ton propre chef-d'œuvre. Tu as peur de la vie parce que la vie, parfois, fait mal, vraiment mal. Alors tu as préféré fabriquer une douleur simulée, une douleur que tu maîtrises, une douleur qui te donne l'illusion de vivre intensément sans jamais prendre le risque de la vraie blessure. Mais c'est un marché de dupes. Car en refusant la vraie douleur, tu te coupes aussi de la vraie joie. Elles sont les deux faces d'une même pièce, on ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Ta rumination est une douleur stérile, elle ne mène à rien, si ce n'est à plus de rumination. La vraie douleur, celle qui vient de l'extérieur, celle qui te tombe dessus sans crier gare, celle qui te brise le cœur, celle-là, aussi terrible soit-elle, a un pouvoir de transformation. Elle te sculpte, elle te rend plus profond, plus compatissant, plus vrai. Elle te rappelle à ton humanité fondamentale, à ta vulnérabilité, à cette part de toi qui est comme tout le monde, qui souffre, qui saigne, qui aime, qui perd. Ta douleur auto-infligée, elle, ne te rend que plus seul, plus enfermé, plus coupé des autres. Elle est une forteresse dont tu es à la fois le geôlier et le prisonnier. Sortir demande un acte de courage d'une simplicité désarmante. Accepter de ne pas contrôler, accepter que le script soit jeté au vent, accepter de danser sans connaître les pas, de parler sans connaître la suite des phrases, d'aimer sans connaître la fin de l'histoire. Accepter d'être ridicule, maladroit, vulnérable. Accepter de laisser les autres voir les fissures dans ton armure, les failles dans ton château de verre. C'est par ces fissures que la lumière entre. C'est par ces brèches que la vie, la vraie, peut enfin s'infiltrer. Elle ne vient pas avec un grand coup de trompette. Elle vient en chuchotant, dans le rire incongru qui éclate en plein milieu d'une dispute, dans la main tendue d'un inconnu alors que tu es perdu, dans le goût salé des larmes qui coulent enfin pour de bon, pas pour une raison inventée, mais pour une perte réelle, un amour réel, une douleur réelle. Ces larmes-là lavent. Elles nettoient la poussière accumulée sur les vitres de ton âme. Et après, le monde a l'air plus net, plus vibrant, plus vivant. Le risque, bien sûr, c'est d'être déçu, de se blesser pour de vrai, de se casser. Mais c'est le risque à prendre, car c'est seulement ce qui peut se briser qui peut être authentique. Ce qui est incassable est aussi insensible. Préfères-tu être un rocher froid et éternel au fond d'un jardin, ou une fleur fragile qui s'ouvre au soleil, connaît la pluie et meurt, ayant vécu pleinement, intensément sa courte et magnifique existence? La rumination est le choix du rocher. Elle te donne l'illusion de la permanence, de l'invulnérabilité. Mais c'est une permanence de mort, une invulnérabilité de cadavre. La vie est du côté de la fleur, de ce qui naît, grandit, s'épanouit, se flétrit et retourne à la terre
pour nourrir ce qui viendra ensuite. C'est un cycle, pas une ligne droite. Tes échecs, tes hontes, tes regrets ne sont pas des preuves de ton indignité. Ce sont les engrais de ta croissance future. Mais pour ça, il faut accepter de les laisser pourrir, de les laisser descendre dans la terre de ton être pour qu'ils se transforment en quelque chose de nouveau, de fertile. Tant que tu les gardes à la surface, à les tripoter, à les analyser, à les raconter, ils ne sont que des cadavres qui puent. Lâche prise, laisse pourrir. Fais confiance au processus silencieux de la transformation. Fais confiance à la vie. Elle sait ce qu'elle fait. Elle l'a toujours su. Tu n'as pas à diriger le spectacle. Tu as juste à y jouer de tout ton cœur en acceptant que parfois tu vas te planter et que c'est très bien comme ça. C'est même indispensable. La perfection est un idéal mortifère. L'imperfection est la marque de fabrique du vivant. Embrasse tes cicatrices. Ce sont tes meilleures histoires. Pas celles que tu te racontes dans ta tête, celles qui sont écrites sur ta peau, dans ton cœur, dans le pli de ton sourire. Elles parlent de résilience, de courage, de chute et de relèvement. Elles sont bien plus belles que le scénario parfait que tu n'as jamais osé vivre. Alors, sors, maintenant, et fais quelque chose de maladroit. Parle à un inconnu, danse sous la pluie, chante faux, laisse le château de verre se briser. Les éclats, sous le soleil, formeront un chemin de lumière à suivre. Un chemin qui mène, enfin, à toi-même. Regarde tes mains. Vraiment, regarde-les. Ces mains qui ont serré d'autres mains, qui ont essuyé des larmes, qui ont tenu des livres, qui ont enfoui dans la terre des graines et des secrets. Ces mains qui ont tremblé de peur, de colère, d'amour. Elles portent les stigmates de tout ce que tu as vraiment vécu, pas de ce que tu as imaginé vivre. Chaque cicatrice est un souvenir qui n'a pas besoin d'être raconté, il est incarné. Chaque trace est une preuve que tu as touché le monde et qu'il t'a touché en retour. Ton corps tout entier est une archive bien plus fidèle que ta mémoire. La tension qui persiste dans tes épaules n'est pas qu'une fatigue, c'est le poids des responsabilités que tu as portées. Cette lourdeur dans le bas du ventre n'est pas qu'un stress, c'est la marque des paroles que tu n'as jamais osé dire, qui sont restées coincées là comme des pierres. La rumination est une trahison de ce corps qui, lui, ne ment jamais. Il stocke tout. Chaque émotion non exprimée, chaque vérité étouffée, chaque risque non pris, s'inscrit dans ta chair, se fige dans tes tissus, restreint ta respiration. Ton mental, lui, peut inventer, réécrire, se mentir. Ton corps, non. Il est le gardien de la vérité de ton existence, et il crie pour que tu l'écoutes. Cette douleur chronique dans le dos, cette migraine qui revient, cette fatigue qui ne passe pas avec le sommeil, ce ne sont pas des ennemis à combattre avec des pilules. Ce sont des messages codés, urgents, qui te supplient de cesser de fuir dans les labyrinthes de ton esprit et de revenir habiter cette maison de chair et d'os qui est la tienne. Ils te supplient de sentir à nouveau, de pleurer pour de vrai, jusqu'à ce que les sanglots te secouent tout entier et lavent l'ancienne peine stagnante. De rire jusqu'à en avoir mal au ventre, jusqu'à ce que la joie explose en toi comme une force physique, libérant les vieilles tensions. De crier dans un oreiller, de danser jusqu'à l'épuisement, de faire l'amour avec une présence animale qui n'a rien à voir avec la performance. Ton corps veut être utilisé, senti, éprouvé. Il veut être le véhicule de ton expérience, pas le simple réceptacle de tes angoisses. La guérison ne viendra pas d'une nouvelle pensée, elle viendra d'un mouvement, littéralement. Elle viendra du fait de marcher pieds nus dans l'herbe mouillée et de sentir le froid te mordre la plante des pieds. Elle viendra de plonger dans une eau glacée qui te coupera le souffle et te ramènera d'un coup sec, brutal, merveilleux, dans l'instant présent. Elle viendra de serrer quelqu'un dans tes bras si fort que vous ne ferez plus qu'un, que vous ne sentirez plus où tu commences et où l'autre finit. Elle viendra de la fatigue saine et musculaire après avoir poussé ton corps jusqu'à ses limites, pour lui rappeler ce dont il est capable. Ton corps n'est pas un outil que tu utilises pour transporter ton cerveau d'un point A à un point B. C'est ton allié le plus précieux, ton ancrage le plus direct dans la réalité. C'est par lui que le monde entre en toi. Les parfums, les textures, les saveurs, les sons. Tout passe par le corps avant d'être interprété, dénaturé, par le mental. Reprends possession de ces portes d'entrée, réapprends à goûter, à sentir, à toucher,
à écouter. Non pas pour en faire un compte-rendu, mais pour la sensation pure, brute, immédiate. La prochaine fois que tu manges, mange. Ne regarde pas ton téléphone. Ne pense pas à ta journée. Sois tout entier dans le goût, dans la texture, dans le miracle que constitue le fait de transformer un morceau du monde en toi-même. C'est ça, la vraie alchimie. Pas celle de transformer le plomb de tes pensées en or, mais celle de transformer une pomme en énergie, en chaleur, en vie. Ton corps sait faire ça. Il le fait sans que tu y penses. Il connaît des mystères que ton mental ne comprendra jamais. Fais-lui confiance. Descends de ta tête et monte dans ton corps. Deviens l'animal sensible et sauvage que tu es au fond. L'animal ne rumine pas. Il sent le danger et il fuit. Il a faim et il mange. Il est fatigué et il dort. Il a envie de jouer et il joue. Il est triste et il gémit. Il est simple, direct, authentique. Tu as recouvert cette animalité de couches et de couches de culture, d'éducation, de conditionnement, de devoir, de « il faut », de « qu'est-ce qu'on va dire ». Il est temps de retrouver la belle bête blessée, puissante, vulnérable et résiliente qui est en toi. Elle n'a pas besoin de mots, elle a besoin d'espace pour respirer, de liberté pour bouger, de douceur pour se reposer. Elle a besoin que tu arrêtes de lui raconter des histoires et que tu commences à l'écouter. Elle te parle par des sensations, apprends son langage. C'est le seul qui ne ment jamais. Il y a une autre voix, plus basse, plus grave, plus lente que le flot précipité de tes pensées. Elle ne parle pas, elle résonne. Elle ne se dispute pas, elle constate. Elle est le son du granit, de la racine, de la marée. C'est la voix de ceux en toi qui a déjà tout vu, tout traversé, tout survécu. C'est la voix de la falaise qui regarde les vagues des émotions se briser à ses pieds, immuable, érodé, mais debout. Tu l'entends parfois, dans le demi-sommeil, juste avant de sombrer, ou dans la seconde de silence absolu qui suit une grande peur. Un calme étrange, profond, qui n'a rien à voir avec l'absence de bruit. Une présence, c'est la voix de ton essence, de ton être fondamental, avant l'histoire, avant le nom, avant les blessures. Elle ne te console pas, elle ne te dit pas que tout va bien, elle te rappelle simplement que tu haches. Point. Que tu es vaste, que tu contiens tout cela, la peur, la joie, la honte, l'exaltation, le désespoir. Qu'elle te traverse, mais ne te définisse pas. Tu as passé ta vie à t'identifier à la cargaison, les caisses de souvenirs, les tonneaux d'émotions, les sacs de regrets, en oubliant que tu es le navire. Le navire est l'océan sur lequel il vogue. Le navire peut être secoué par la tempête, la cargaison peut glisser, se casser, tomber par-dessus bord. Le navire, s'il est bien construit, peut tenir. Et l'océan, lui, reste l'océan, indifférent aux drames qui se jouent à sa surface. Cette partie de toi est à la fois le navire et l'océan. Elle est la conscience témoin, silencieuse, qui observe le spectacle sans y prendre part. Y avoir accès ne demande pas un effort surhumain. Cela demande un lâcher-prise, un abandon, un renoncement à croire que tu es le personnage principal de ce drame. C'est accepter de n'être personne, personne de spécial, personne d'important. Juste une manifestation temporaire de la vie, une vague à la surface de l'océan, unique et magnifique dans sa forme, mais faite de la même eau que toutes les autres, et destinée, tôt ou tard, à retourner à la vastitude. Cette perspective n'est pas déprimante, elle est libératrice. Elle enlève le poids terrible de devoir être quelqu'un, d'avoir un destin, de laisser une marque. Elle te permet de jouer ton rôle, mais légèrement, en sachant que ce n'est qu'un rôle. Tu peux jouer à être le héros, le victime, le savant, l'amant, avec toute l'intensité dont tu es capable, mais sans plus y croire absolument, sans plus te prendre au sérieux. La rumination, c'est se prendre terriblement au sérieux. C'est croire que tes pensées sont des affaires d'État, que tes échecs sont des tragédies grecques, que tes choix vont changer le cours du monde. Cette voix plus grave, elle, sourit. Elle sait l'infinie petitesse et l'infinie grandeur de ton existence. Elle sait que tu es à la fois un rien et un tout, que le drame que tu vis est à la fois absolument réel et absolument illusoire. Ce paradoxe n'est pas intellectuel, il est à vivre, il est à sentir.
Dans le même instant, tu peux sentir la douleur aiguë d'une perte et, en arrière-plan, la paix immuable de ton être profond. Les deux sont vrais. La douleur n'est pas niée, elle est contenue, encadrée par une vastitude qui lui enlève son pouvoir destructeur. Tu n'es pas obligé de croire ça. Et c'est juste, la prochaine fois que la tempête se lèvera, de chercher non pas le calme dans la tempête, mais le calme sous la tempête. Le calme qui est là depuis toujours, sous l'agitation de surface. Porte ton attention non pas sur la pensée qui fait mal, mais sur l'espace dans lequel elle apparaît, sur le silence à partir duquel le bruit émerge, sur le vide à partir duquel la forme se dessine. Ce vide n'est pas un manque, c'est une plénitude, c'est la source, c'est ton vrai visage, avant que le monde ne te mette un masque. Rencontrer ce vide, c'est rentrer à la maison après un très long voyage. C'est se souvenir de quelque chose que tu n'as jamais su que tu avais oublié. Tout le reste, tes histoires, tes réussites, tes échecs, tes amours, tes haines, n'est que décoration, agrément, divertissement. Rien de tout cela n'est toi. Tu es celui qui regarde, celui qui sait, celui qui est. Et ce « je suis » est sans qualité, sans histoire, sans problème. Il est simplement. Et il est paix. Ta quête effrénée de sens, de solution, de guérison, n'était qu'une longue route pour finalement revenir à ce point de départ que tu n'avais jamais quitté. Le trésor était enterré dans la cour de ta maison. Tu as fait le tour du monde pour finalement le découvrir là, sous tes pieds, là où il avait toujours été. Il n'y a rien à faire, rien à devenir, juste à être et à laisser être. Le reste est commentary. Alors que reste-t-il quand on cesse de se raconter? Quand le dernier mot du dernier chapitre s'évapore, laissant place non pas à un vide, mais à un silence si dense qu'on pourrait presque le toucher. Il reste la sensation de l'air qui entre et qui sort de tes poumons, sans effort, sans commentaire. Il reste la lumière qui frappe le sol et dessine des motifs changeants, éphémères, parfaits. Il reste le poids de ton corps sur la chaise, l'imperceptible pulsation de la vie à l'intérieur de tes veines. Il reste le monde, dans sa nudité glorieuse et effrayante, délivré du filtre de ton interprétation. Il reste ce qui a toujours été là, masqué par le brouillard de tes histoires. Ce n'est pas un paradis, ce n'est pas un état de béatitude permanente. C'est plus simple et plus radical que ça. C'est la réalité, dans sa crudité, sa beauté, sa brutalité, sa tendresse. Parfois, ce sera inconfortable. Parfois, ce sera d'une paix à couper le souffle. Souvent, ce sera les deux en même temps. Tu ne seras plus le héros ou la victime de ton roman personnel. Tu seras un témoin, un participant, un invité à ce grand festin sensoriel qu'est l'existence. Tu goûteras au plat sans t'inquiéter de la recette. Tu danseras sans te soucier de la chorégraphie. Tu aimeras sans exiger de garantie. La vie ne te promet rien. Elle ne te doit rien. Elle t'offre tout, mais à la condition de la rencontrer directement, sans l'écran déformant de tes attentes et de tes craintes. Le chemin n'est pas vers quelque chose, il est un retour à la simplicité du ressenti, un retour à l'évidence de l'instant, un retour à la confiance sauvage que la vie, dans sa sagesse implacable, sait ce qu'elle fait, même quand toi, tu ne comprends pas. Tu n'as pas à comprendre, tu as à vivre, à expérimenter, à tomber et à te relever, à aimer et à perdre, à rire et à pleurer, à être pleinement, intensément, cruellement, magnifiquement humain. Tes histoires étaient une tentative désespérée de mettre de l'ordre dans ce chaos sublime, de tracer une ligne droite dans un univers de courbes, de trouver un sens à l'insensé. Lâche prise, abandonne-toi au chaos, fais confiance au désordre. Le sens n'est pas une destination à atteindre, c'est un parfum qui flotte dans l'air quand tu es complètement absorbé par ce que tu fais, complètement connecté à ce qui est, complètement perdu dans le moment. Il ne se capture pas, il se vit, et puis il s'en va, et c'est très bien comme ça. Alors, maintenant, à cet instant précis, alors que ces mots résonnent encore en toi, que se passe-t-il si tu arrêtes tout, si tu laisses le livre se fermer, si tu écoutes, non plus les mots, mais le silence d'où ils ont émergé? Qui es-tu quand personne ne te raconte qui tu es? Si ces mots ont résonné quelque part en toi, alors ce qui vient ensuite,
pourrait te bouleverser encore davantage. La vidéo qui suit est l'antidote. Regarde-la maintenant, pendant que ton cœur est encore ouvert.